Sénégal, la reprise de l'année scolaire est mouvementée à l'institution Jeanne d'Arc de Dakar. L'école catholique a refusé d'admettre des élèves portant le voile. Au Mali, des hommes armés ont enlevé 22 ex-combattants. Ils étaient tous membres d'une unité militaire composée d'anciens rebelles et d'ex-membres de groupes armés. Il sera aussi question de foot dans cette édition. Samuel Eto'o a annoncé sa retraite. L'attaquant camerounais arrête sa carrière à 38 ans. À l'institution Saint-Jean d'Arc, pour l'année scolaire 2019-2020, la tenue autorisée se composera de l'uniforme habituel avec une tête découverte aussi bien pour les filles que les garçons. Autrement dit, pas de coiffure trop visible ou de voiles pour les filles, encore moins de casquettes pour les garçons. Voilà le nouveau règlement intérieur qui fait grand bruit. Nour est élève en classe de première. La jeune fille a été priée de sortir de la salle. Pour elle, c'est de la pire discrimination. Et je ne vois pas pourquoi nous, juste à cause d'un voile, on ne serait pas autorisé à travailler à l'école. Et je ne vois pas pourquoi ils regardent ce qu'il y a sur la tête, mais ils devraient plutôt regarder ce qu'il y a dans la tête. C'est vraiment comme si c'était de la discrimination et nous, on se sent humiliés. On n'a même plus envie de venir, même s'ils acceptent, on n'a même plus envie de venir dans cette école parce que ça nous a traumatisés, ça nous a dégoûtés. L'association des parents d'élèves de l'institution est en colère. Plusieurs fois, elle a rencontré l'école pour qu'elle revienne sur sa décision. Pour sa présidente, ce règlement est difficilement acceptable. Cette décision nous a paru injuste parce qu'elle concernait des enfants qui sont inscrits dans l'école depuis qu'ils sont tout petits, depuis le CP. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui en classe de première, de seconde, de première, de terminale. Et ces enfants ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont commis de grave pour mériter qu'elles ne fassent plus partie de l'école, de l'institution. L'école ne fléchit pourtant pas sur sa ligne. Dans une prise de parole, la proviseure de l'institution a fait savoir que la décision est irrévocable, tout en précisant qu'il s'agit de mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité. Au ministère de l'Éducation, on joue la carte de l'apaisement tout en restant ferme. Le ministère de l'Éducation nationale, je vous ai indiqué tout à l'heure, a été très clair pour dire que nous avons une école laïque, une école démocratique, et donc une école républicaine. En tout état de cause, nous privilégions le dialogue, nous privilégions la médiation pour que les esprits reviennent à la raison et que cette école soit préservée de ces perturbations-là qui sont, de mon avis, inutiles. En attendant une issue favorable, un groupe de parents d'élèves s'est constitué en comité école pour tous. Il envisage de porter plainte contre l'école. C'est dans le centre du Mali qu'a eu lieu l'enlèvement mercredi par des hommes armés alors qu'ils circulaient à bord d'un autocar. Vendredi, toujours aucune nouvelle de ces 22 éléments du mécanisme opérationnel de coordination. Une unité mixte formée de soldats maliens et d'anciens rebelles qui forment l'embryon de la future armée malienne, reconstituée pour la rendre plus représentative, en particulier des populations du Nord. Mais l'autocar dans lequel ils avaient pris place pour rejoindre Gao a été braqué par des hommes armés entre Douentza et Ambori, une zone du centre du pays où sévissent les groupes djihadistes, d'après le chauffeur qui effectuait la liaison. Jusqu'à présent, l'enlèvement n'a pas été revendiqué. Notons qu'il s'est produit au lendemain de l'explosion d'une mine artisanale au passage d'un car de la même compagnie qui a fait 15 morts dans la même région de Douentza. L'objectif du mécanisme opérationnel de coordination est d'instaurer la confiance entre l'armée malienne et les groupes armés impliqués dans le processus de paix lancé entre 2015, mais aussi de rassurer les populations dans ce pays du Sahel, toujours confrontées à la violence djihadiste et aux conflits intercommunautaires, malgré 6 années d'intervention militaire internationale. En tant que député de l'opposition, nous avons eu d'énormes divergences de vues sur les questions que j'ai déjà soulevées avec le président Robert Mugabe. Le bilan en matière de droits de l'homme, les déficits de gouvernance, les déficits de leadership, la mauvaise gestion de l'économie.
Nous avons eu nos différends, mais nous reconnaissons sa contribution. Il a eu des contributions positives et négatives, des omissions et des gains. Cette icône disparue sera à jamais commémorée et honorée pour le programme de réforme agraire historique et audacieux qu'il a entrepris. La disparition de Mugabe est une grande perte pour tous les peuples du monde, particulièrement les peuples africains, parce que Mugabe a été un grand artisan de la lutte pour la décolonisation du Zimbabwe. Mugabe a farouchement lutté contre l'impérialisme, contre la domination et l'oppression des peuples d'Afrique. Le souvenir qu'on gardera de lui, c'est celui d'un patriote panafricain, c'est celui de quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout pour la libération de l'Afrique. Robert Mugabe était pour nous un camarade, parce que voilà quelqu'un qui était un anticolonialiste, voilà quelqu'un qui se battait contre l'impérialisme, voilà quelqu'un qui était farouchement opposé à toute oppression. Donc oui, Bob, comme nous l'appelions affectueusement, était un camarade. Pour nous, c'est une grande perte. Nous allons tenter du mieux que nous pouvons pour être ses dignes successeurs. Pour la première fois en Tunisie, 3 grands débats télévisés de 2h30 chacun sont organisés sous le contrôle des médias audiovisuels publics et privés et d'une ONG spécialisée dans le débat politique entre les 26 candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre. Présenté par les promoteurs comme l'événement de la campagne électorale et un tournant dans la vie politique de la Tunisie, l'initiative va permettre aux participants d'exposer les grandes lignes et les promesses de leur candidature. Cette grande première sera lancée ce samedi soir avec 9 candidats. Le deuxième débat a lieu dimanche soir avec 9 candidats et le troisième et dernier débat est prévu lundi avec 8 candidats. Tous les candidats sont égaux, ça veut dire qu'ils auront le même temps de parole, ils auront la même image, ils auront les mêmes chances. Et il n'y aura pas un qui sera favorisé par rapport à l'autre. Donc il y a eu une charte qui a été mise en place, qui va être scrupuleusement respectée. L'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, candidat en prison pour blanchiment d'argent, n'a pas été exclu du débat par les organisateurs. Il y a effectivement un cas précédent, c'est le Pérou. Il y avait un candidat présidentiel qui a participé à un débat présidentiel par téléphone. Donc, l'instance supérieure indépendante pour les élections ici en Tunisie a bien clarifié qu'il demeure candidat. Et après, c'est à sa campagne de voir s'il peut obtenir un moyen de participer à ce débat. Les 3 débats seront diffusés sur 11 chaînes de télévision, dont 2 publiques et une vingtaine de radios. De nombreux Tunisiens affirment compter sur ce programme pour se déterminer. Pour le 29e vendredi consécutif, les Algériens se sont particulièrement mobilisés. Il s'agit du premier rassemblement organisé dans le pays après la fin des 2 mois d'été et de vacances scolaires durant lesquelles la mobilisation avait baissé tout en restant significative. Dans leur ligne de mire ce vendredi, le général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et véritable homme fort du pays, qui a implicitement intimé au président par intérim Abdelkader Ben Salah de publier ce 15 septembre le décret de convocation d'une présidentielle devant élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Salah n'a aucun droit de s'adresser à nous depuis sa caserne. Ni le droit, ni la Constitution permettent qu'il s'adresse au peuple depuis une caserne. Nous sommes des civils et nous ne sommes pas des militaires. Pour ce qui est du dialogue, nous ne le reconnaissons pas, car il n'émane pas du peuple. Nous demandons l'article 7 et 8. Il nous a promis et n'a pas tenu sa promesse. On ne peut plus le croire. Pour les manifestants, pas question d'organiser des élections tant que les anciens fidèles de Bouteflika, en premier lieu le général Gaïd Salah et Ben Salah, sont encore au pouvoir.
On veut pour une première fois de notre vie. On a في deuxième âge. حابين ولادنا رايس احنا نخيروه يجي من الشعب ويفهم الشعب. On ne veut plus des dinosaures. On ne veut plus des dinosaures. Sans atteindre le raz-de-marée populaire des mois d'avril et mai dernier, les manifestants qui ont défilé vendredi sans incident se sont dispersés en fin d'après-midi. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique dans son rapport avoir documenté de graves violations des droits humains commises depuis mi-avril 2018 dans le cadre des manifestations. D'après le rapport, les arrestations et détentions arbitraires au Nicaragua continuent d'être un moyen de répression de l'expression de la dissidence et les cas de torture et de mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté dans le cadre des manifestations persistent, ce qui met en cause la police et des éléments pro-gouvernementaux. En outre, l'ONU observe que le système judiciaire a été utilisé pour criminaliser la dissidence et garantir l'impunité des responsables de violations des droits humains, démontrant ainsi le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. En juillet 2018, le Haut Commissariat, qui avait alors encore accès au Nicaragua, avait déjà signalé qu'un large éventail de violations des droits humains y était commises, y compris des exécutions extrajudiciaires, des cas de torture et des détentions arbitraires. Depuis, le Nicaragua, pays pauvre d'Amérique centrale, lui a fermé ses portes. Le pays, dirigé depuis 2006 par l'ex-guerriero sandiniste Daniel Ortega, traverse une grave crise politique depuis le 18 avril 2018. Une première contestation contre une réforme de la sécurité sociale a évolué vers des manifestations réclamant le départ du président, accusé d'avoir instauré une dictature népotiste et corrompue et des élections anticipées. La répression a été sanglante, les violences politiques ont fait plus de 325 morts et 2000 blessés, essentiellement dans les rangs des opposants, selon les organisations de défense des droits humains. Plus d'un demi-millier d'opposants ont été jetés en prison et des dizaines de milliers de Nicaraguayens se sont exilés. Fin de parcours pour Samuel Eto'o-Fils. Le lion indomptable range les griffes à 38 ans. Considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps, l'attaquant star du Cameroun prend sa retraite après avoir remporté les Jeux olympiques de 2000 et 2 Coupes d'Afrique des Nations avec le Cameroun, compétition dont il est le meilleur buteur historique avec 28 réalisations. Samuel Eto'o-Fils a également disputé 4 Coupes du Monde de 1998 à 2014 et a été élu 4 fois joueur africain de l'année, un record qu'il codétient avec l'Ivoirien Yaya Touré. Originaire du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils a grandi à Douala. Adolescent, il a vécu un certain temps sans papier à Paris, recalé par quelques clubs français avant de signer son premier contrat avec le Real Madrid. L'institution espagnole le prête 3 fois mais ne mise pas sur lui. Entre 2000 et 2004, le jeune homme explose enfin à Marjoc, mais c'est en Catalogne et en Lombardie que l'avant-centre vivra ses plus belles heures en club. Au total, Eto'o a marqué 359 buts en 718 matchs, toutes compétitions de clubs confondues, et compte 118 sélections en équipe nationale pour un record national de 56 buts. À l'heure de la retraite, Eto'o, qui œuvre en Afrique de l'Ouest à la tête de la fédération qui porte son nom, a déjà fait part de son rêve de devenir entraîneur et écarter toute ambition politique. À la mi-juillet, le président de la Confédération africaine de football, Ama Ahmad, avait annoncé qu'il deviendrait son collaborateur chargé des relations avec les fédérations et les confédérations.